Merci à vous. J'invite. Soyez vigilants sur les. Ah, mais comptez sur moi. Je resterai. Je vérifierai. J'aurai l'œil sur la pendule à tout moment. Je vais appeler nos 4 débatteurs, Guy Auger, Rebecca Aron, Emmanuel Barra et Anne Rostin, à me rejoindre tout de suite à la tribune. Et à ceux d'entre vous qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que 2050 Now? Juste un tout petit mot, je profite de 15 secondes. C'est un nouveau média qu'on a lancé au sein du groupe Les Écoles Parisiens, qui s'appelle 2050 Now, avec un pôle grand public, vidéo sur les grands réseaux sociaux visuels, Insta, TikTok, YouTube, une newsletter hebdomadaire, et puis un pôle professionnel avec un média que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle Green Univers, dont on a fait l'acquisition, qui a été lancé par Patricia Laurent, qui nous a rejoint, média dédié à la transition énergétique. Et puis on a créé une nouvelle offre qui s'appelle Warm, sur la géopolitique à l'heure des transitions. Voilà, j'ai le plaisir d'animer ce panel. Je vais peut-être me mettre d'ailleurs de ce côté-ci, si vous voulez bien, à côté des dames. D'ailleurs, voilà, les messieurs sont mis d'un côté, les dames de l'autre. Ça tombe très bien, j'allais dire, ça a été bien organisé, puisque après Bertrand Gillet et sa présentation très brillante du potentiel de l'IA, on va essayer dans ce panel de donner des exemples concrets, de voir en fait comment déjà des acteurs très différents utilisent l'IA, pas forcément l'IA générative, il y a eu d'autres modèles précédents à l'IA générative, il y a l'IA traditionnelle, beaucoup d'entre vous connaissent ça aussi, et puis l'idée qu'en fait, on voit bien dans ce qui a été présenté, c'est que ça va être décliné dans chacune des actions probablement de l'entreprise. Et donc ça pose bien évidemment des défis absolument colossaux. Donc nous avons, vous avez leur nom, donc nous avons à la fois la chance d'avoir une représentante d'un industriel de l'énergie, avec Valorem et Rebecca Aron. On a un investisseur spécialisé avec Guy Auger. On a un acteur local de la décarbonation avec Anne Rostin et la coopérative Carbone. Et puis on a un acteur de la distribution de carburants, si possible d'ailleurs des biocarburants, pour la navigation fluviale. Et la navigation fluviale, c'est très important puisque ça va être amené à se développer très fortement. On s'en parlera. Et si on veut décarboner les transports, bien évidemment, c'est un des champs qu'il faut absolument occuper, investiguer et développer. Je vais commencer avec vous, Rebecca Aron. D'abord, merci d'être là, parce que quand on s'est parlé en juillet, ça n'était pas complètement sûr. Donc c'est que tout va bien pour vous, et je m'en réjouis, pardon de cet aparté plus personnel. Alors, je disais un mot sur Valorem, on peut le redire, Valorem, ça a 30 ans, c'est vraiment un acteur pionnier des énergies renouvelables, c'est toute la chaîne, la production d'énergie, des éoliennes, du photovoltaïque, de l'hydraulique aussi, des petites centrales, c'est presque 200 millions de chiffre d'affaires et c'est à peu près 500 salariés si je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes directrice marché, système, innovation, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est qu'une directrice marché, système, innovation? C'est vrai que ces 3 mots, on se demande un peu ce qui se cache derrière. Donc Valorem, c'est un producteur d'énergie renouvelable, toute énergie confondue, français, et on est intégré sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on fait à la fois le développement, la construction et l'exploitation de nos parcs. Et la maintenance? Dans l'exploitation, il y a la maintenance, bien évidemment. C'est l'ONM. Vous faites tout. Bon voilà, c'est vraiment toute la chaîne de valeur. Ça, c'est la singularité de Valorem. Exactement. Et parmi les métiers de Valorem, il y a notamment le besoin de valoriser les électrons produits par nos actifs. On a dans notre portefeuille des actifs renouvelables intermittents, donc des éoliennes et des panneaux solaires, et aussi des actifs flexibles qui ne posent pas tout à fait les mêmes questions à l'intelligence artificielle. Et parmi les sujets qui se posent pour Valorem, il y a le fait de valoriser les électrons, nos électrons verts, ou nos actifs flexibles. Et ça se passe sur les marchés, donc c'est des marchés au sens marché électrique. Donc l'interaction des actifs avec les marchés électriques. Système, parce qu'en réalité, les marchés électriques sont une représentation de ce qu'on appelle le système électrique. Donc système au sens de la coordination de l'ensemble des actifs qui vont fonctionner sur le réseau ou le système électrique. Et qui... J'en profite pour faire le lien avec le sujet du jour. En fait, c'est une des particularités du domaine de l'énergie et de l'électricité en plus particulièrement, c'est que c'est des systèmes qui nécessitent un très haut niveau de coordination, parce que vous avez un bien qui se stocke très mal, l'électricité, et vous devez à tout moment, pour que le réseau ne fasse pas de blackout, assurer que ce qui rentre dans le réseau soit exactement égal à ce qui sort du réseau. Et ça veut dire que vous devez coordonner énormément de consommateurs,
de producteurs et de réseaux, et qu'on peut difficilement obtenir une bonne coordination sans avoir recours à des solutions dites d'IA. La richesse en fait aussi de notre bouquet énergétique maintenant Exactement. commande en fait une espèce de sophistication très très forte de fine-tuning, de pilotage en fait à tout moment du réseau entre la capacité de production, la demande et les prix aussi. Voilà, dont on tire une valeur énorme parce qu'en fait le fait de le faire ensemble nous génère beaucoup d'économies par rapport à le faire séparément les uns des autres, mais ça nécessite qu'on ait des moyens de coordination qui sont très avancés, et ce depuis assez longtemps. Donc pour vous donner un exemple, c'était vraiment très intéressant l'intervention du monsieur de Clever. Bertrand Gillet, oui. De monsieur Gillet, je vous remercie. Finalement, même les solutions d'intelligence artificielle qui datent un peu avant l'intelligence artificielle générative et son langage de programmation et son langage d'expression plus naturel, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites dans le domaine de l'intelligence artificielle dans les systèmes énergétiques et électriques, et en particulier vis-à-vis des besoins de coordination des réseaux électriques. Par exemple, alors même encore avant qu'il y ait toutes les techniques dites de machine learning, il y avait ce qu'on appelait la recherche opérationnelle. Donc on remonte encore dans le temps, mais c'était des techniques d'algorithmie. Et EDF, pendant des années, a eu des laboratoires qui ont été extrêmement à la pointe de ce type d'algorithmie parce qu'ils en avaient besoin pour réussir à faire fonctionner le système. Voilà, l'IA dans l'énergie, ça ne date pas de 2022. Exactement. Voilà, ça a une histoire. Je dirais même que de toutes les révolutions, la révolution de l'IA générative est finalement beaucoup plus universelle que juste réduite au domaine de l'électricité, alors que les révolutions d'avant ont été très impactantes pour le domaine électrique. Ok. Alors si on rentre, alors il y a un public spécialisé, mais on est quand même pas tous des professionnels du réseau électrique, de sa sophistication surtout. Mais vous avez identifié en préparant cet échange trois domaines où il y a de l'IA, où l'IA ajoute vraiment une performance, une singularité, une efficacité, un rendement. Selon les cas, les mots sont pas forcément les mêmes. Et le premier cas que vous évoquez, vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais à l'instant, c'est la question du marché en fait, de la gestion du marché, du pilotage en fait, je me trompe en disant ça ou non? Non, ça recouvre plein d'aspects, mais disons que par exemple, pour rentrer dans des exemples un peu plus concrets, une des choses que le machine learning a beaucoup apporté dans cette coordination du système, c'est tout ce qui concerne la prévision, notamment la prévision court terme, la prévision de production ou de productibles, et c'est particulièrement vrai avec les énergies renouvelables qui sont entre guillemets peu pilotables. Peu pilotables, ça veut dire que vous allez avoir des injections d'énergie dans le réseau, et ces injections d'énergie dans le réseau, vous allez les subir d'une certaine façon. Elles viendront quand elles viendront, et donc vous devez les prévoir. Et les techniques d'intelligence artificielle sont particulièrement pertinentes pour réussir à prévoir le type de mouvement que vous allez avoir sur la production. Du jour pour le lendemain. Du jour pour le lendemain, voire même à tous les horizons de temps qui sont encore inférieurs. C'est même d'une minute pour la minute suivante. Et ça, c'est vrai du côté de la production et du côté de la consommation. Donc là, vous avez un exemple très, très concret d'application du machine learning en particulier, qui est une des branches de l'intelligence artificielle. Et en prévoyant mieux la production et la consommation, on est capable de mieux piloter le système demain, donc de créer une électricité qui est moins chère pour tout le monde. Ça, c'est un premier exemple. Et puis après, vous avez aussi d'autres types d'exemples qui sont plutôt sur le dimensionnement des actifs, la façon dont on design un actif. Donc l'intelligence artificielle peut aussi nous aider, par exemple, quand on fabrique un parc éolien, à savoir quel type d'éolienne on va mettre, comment est-ce qu'on va les disposer, comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'éolienne qui est devant, en fait, exactement, comment l'éolienne qui est devant ne gêne pas trop l'éolienne qui est derrière, et notamment en tenant compte de la valeur du profil. Donc ce parc éolien va générer un profil de production, et il faut qu'on puisse avoir une valeur maximum, un profil de production qui produit au moment où l'électricité a le plus de valeur. Et donc plus on va avoir un système électrique où il y a beaucoup d'ENR, beaucoup de flexibilité, plus la variation du prix, qui est une représentation en fait de l'intérêt du système à avoir de l'électricité à un moment donné, va devenir un objet complexe. Et il faut qu'on soit capable de construire, de choisir. Or, quand on fait un choix de design de parc éolien, on l'a choisi pour les 20, 30, 35 prochaines années. On ne le changera plus.
puisqu'il se choisit au moment d'investissement, il faut qu'on soit capable de comprendre comment est-ce que ce design va générer un profil électrique qui a le plus de valeur vis-à-vis de ce que les gens veulent consommer. Et ça nécessite aussi des outils d'intelligence artificielle. Et puis après, il y a tout ce qui va concerner en fait des actifs industriels assez classiques et qui va plutôt avoir trait à la maintenance. Donc c'est tout ce qui va relever de la maintenance prédictive de nos actifs, être capable d'anticiper les moments où et qui ça se pose pour un peu n'importe quel type de machine. Mais nous, on le pose avec des machines qui sont des éoliennes et des panneaux solaires. Ou des systèmes de batterie ou des systèmes flexibles qui vont nous permettre de mieux anticiper les moments où on va devoir faire de la maintenance sur nos actifs. Oui, parce que sur un parc éolien ou sur un parc solaire, il n'y a personne. Donc en général. Oui. Donc effectivement, là, il faut des capteurs et il faut la machine. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le design même des parcs, c'était fait par des cerveaux humains avant, par des ingénieurs, j'allais dire, non? La machine là donne une capacité à intégrer des paramètres. Une sophistication de paramètres que le cerveau humain ne peut plus faire tout seul, ou en tout cas pas à la même vitesse. Exactement, ça permet d'aller chercher des choses plus complexes. Et effectivement, ça reste toujours fait par des ingénieurs. Il y a toujours un ingénieur qui discute avec la machine. Mais l'ingénieur est assisté par une machine et qui nous permet d'aller plus loin et d'aller chercher des valeurs qui sont supérieures, donc des meilleurs designs d'actifs au fond. Alors peut-être une question avant de passer, d'écouter Anne Rostin. Ces outils d'IA dont vous parlez, ce sont des outils propriétaires Valorem, c'est des outils que vous avez designés avec vos ingénieurs, c'est des outils que vous avez achetés, c'est des outils qui étaient sur étagère, vous intégrez bien évidemment des outils qui sont faits aujourd'hui par les acteurs américains. Comment on intègre ces outils d'IA vous avez fait un peu l'historique là de l'IA, donc ça remonte pas à hier matin, si j'ose dire. Donc comment vous avez fait? Comment on bâtit une culture IA dans une entreprise comme la vôtre? Alors il y a un peu de tout de ce que vous dites. Il y a des choses qu'on développe en interne, il y a des choses qu'on achète à l'externe, il y a aussi des choses qu'on achète à l'externe et puis qu'on customise pour nos propres besoins. Comme des machines-outils en fait, un peu. Voilà. Et en revanche, il y a un choix assez fort qu'on a fait à l'intérieur de Valorem, c'est que les innovations, notamment portées par l'intelligence artificielle, sont réalisées au plus près des usages, au plus près des ingénieurs experts. On parlait tout à l'heure des ingénieurs qui designaient les centrales éoliennes avant de le faire avec une machine. De le faire avec une machine et une intelligence artificielle. On a fait le choix que ces développements-là soient portés par les experts de l'usage lui-même. Et donc après, en fonction des cas d'usage qu'on identifie, ça se décline souvent avec des partenaires externes, d'ailleurs, qui ont une compétence plus forte que nous en IA elle-même, sachant que nous, on est plutôt l'expert du métier, et que ces outils-là, ils se construisent dans une conversation entre l'expert du métier et l'expert de la technologie. Et qu'on déploie différemment en fonction des différents types d'usages. En tout cas, c'est fait très près des métiers. Ça, je pense que c'est une chose aussi qu'il faut retenir. C'est une chose importante. On reviendra après sur la façon dont on forme les salariés, les ingénieurs. Peut-être juste une toute dernière question sur l'IA générative. Vous en avez dit un mot. Ça change quelque chose fondamentalement. C'est quelque chose que vous avez commencé à intégrer. On passe une nouvelle étape. Alors oui, ça change quelque chose fondamentalement, mais je dirais un peu au même titre qu'une autre entreprise. C'est-à-dire que ça va changer la façon dont tous nos salariés travaillent. Donc on a quelque chose de vraiment très universel en fait avec l'IA générative, et ça va nous permettre des gains de productivité. Et on regarde aussi ces aspects-là, mais qui sont moins forcément spécifiques à notre métier d'énergéticien. Je dirais qu'on est un peu plus comme tout le monde avec l'intelligence artificielle générative. On est tous tels que nous sommes là concernés en fait par cette arrivée de l'IA dans nos métiers, quoi que nous fassions vraiment. Merci Rebecca. Anne Rostin, vous êtes directrice générale de la coopérative Carbone. Là, on passe vraiment à un acteur local. C'est intéressant parce qu'on passe de la grande entreprise à la maille fine. Vous avez un statut de coopérative, de société coopérative d'intérêt collectif, hein, donc c'est une gouvernance particulière. Vous allez nous dire d'abord un peu comment ça marche. Et la raison d'être, j'allais dire, de la coopérative, c'est vraiment la décarbonation du territoire. Donc là, vous êtes un acteur local, il y a des sociétaires, c'est ça? Donc il y a un peu moins de 100 sociétaires chez vous. Et les sociétaires, c'est qui alors?
Alors effectivement, on a des sociétaires, puisque le format de société coopérative d'intérêt collectif, c'est de partager la gouvernance, c'est-à-dire d'agir ensemble avec, en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, des objectifs de lucrativité limitée. Le fait que finalement, on a garanti statutairement notre objet social, de travailler sur la décarbonation évidemment, et donc avec vraiment ces objectifs d'action collective à l'échelle du territoire. Donc nos sociétaires sont aujourd'hui des entreprises, petites et grandes, comme Alstom, Léa Nature, le Crédit Agricole, filiale d'EDF, et puis des plus petites entreprises locales qui sont engagées avec nous. Des collectivités locales, évidemment, puisque les politiques publiques sont évidemment fortement impliquées et connectées avec les actions qui sont mises en place. Et puis, nous avons aussi des partenaires, d'autres partenaires publics, comme le Port Atlantique, la Banque des Territoires, et des citoyens, des associations, des universités, en fait, les représentants du territoire pour agir collectivement. Voilà, c'est aussi la société civile dans sa complexité, dans sa richesse, j'allais dire, parce qu'il y a aussi des citoyens, vous le rappeliez tout à l'heure, avec des citoyens qui aussi ont planté les arbres à La Rochelle, etc. Donc c'est intéressant parce que là, on voit bien comment une entreprise industrielle comme Valorem a une boîte où il y a beaucoup d'ingénieurs, donc a déjà un tropisme, j'allais dire, technologique, technique. Voilà. Vous travaillez avec, donc vos sociétaires sont parfois des grandes entreprises. J'imagine qu'il y a aussi dedans des gens qui travaillent avec de l'IA. Et dans vos actions, vous commencez en fait aussi par faire des bilans carbone des collectivités, etc. Et voilà, comment est-ce que déjà dans un bilan carbone, il y a de l'IA, par exemple? Est-ce que l'IA vous aide à établir ces bilans carbone, à les faire le plus précisément possible, j'allais dire le plus justement, et puis à dessiner les différentes phases de décarbonation? Comment une structure comme la vôtre, c'est moins de 10 personnes, voilà, c'est 90 sociétaires, c'est bien évidemment beaucoup de gens concernés derrière, mais comment une entreprise comme la vôtre se met aussi à l'IA, et en quoi, pour répondre vraiment à notre question, ça peut accélérer aussi la décarbonation? Alors, je vais répondre un peu à deux niveaux finalement. Pour nous, en tant que finalement de notre métier d'accompagnement sur la réduction d'émissions des structures et entreprises qu'on accompagne, et pour elles-mêmes en fait. Nous, on est très vigilants à l'utilisation de l'IA, évidemment, comme tout le monde, ça fait gagner du temps, c'est pratique, ça apporte pas mal d'éléments, mais on essaye d'être assez raisonnable et rationnel dans leur utilisation, puisque... Voilà, l'usage raisonné, Voilà, un usage raisonné dans le sens où, évidemment, on sait qu'à chaque fois qu'on fait une requête, ça va avoir l'équivalent, même si les data centers s'améliorent, même s'il y a une efficacité énergétique et en consommation d'eau qui s'améliore, ça promet, reste en tout cas, consommateur, ouais. C'est à peu près encore l'équivalent d'une bouteille d'eau quand on fait une requête. Et on sait aussi que la consommation de matériaux, de ressources minières qui ont été évoquées, d'énergie, elle ne fait qu'augmenter, même avec les améliorations évidemment de l'IA, mais en fait on ne fait qu'augmenter les usages. Et donc l'augmentation de manière irraisonnée de l'ensemble de nos usages qui nous apportent un confort quotidien, c'est malgré tout un impact environnemental qui est très fort. Donc, on essaye d'être raisonnable sur cette utilisation. Dans l'équipe, comme vous, il y a des gens qui ont un profil d'ingénieur aussi. C'est-à-dire que c'est quand même un métier d'ingénieur. Voilà. Il en faut. Et donc là, vous avez spécialisé aussi dans votre équipe des ingénieurs qui se forment et ont cette compétence avec notamment avec les nouveaux outils d'IA. Exactement. À la fois donc pour améliorer notre accompagnement auprès des entreprises, à la fois pour répondre à leurs questions sur quel est leur impact carbone lié au numérique, puisque c'est quand même une question qui nous est souvent posée et pour lequel on a eu besoin aussi d'apporter des éléments de compétences complémentaires pour pouvoir évaluer l'impact carbone du numérique des entreprises en fonction du développement de ces éléments de service. Mais avec une difficulté majeure aujourd'hui qu'on a liée à l'IA, c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, à part un bilan carbone de Mistral sur un de ces produits, on a aujourd'hui très peu d'informations des opérateurs de l'IA sur les impacts environnementaux, sur tout le cycle de vie. Et donc, on est obligé de poser beaucoup d'hypothèses. Et tant qu'on n'est pas sur un système de transparence, en fait, l'impact environnemental, on ne peut qu'avoir un certain nombre de doutes et donc de prendre en tout cas les résultats des éléments scientifiques. C'est un point vraiment important. Je l'avais gardé un peu pour la discussion, de savoir si justement la question de la transparence, de la régulation, on y reviendra peut-être après.
près, parce que évidemment, c'est des sujets collectifs qui dépassent, j'allais dire, chacun d'entre nous, ou chacun d'entre vous ici dans ce panel. Oui, et puis j'en profite de parler de transparence pour rebondir sur les propos de Corinne Lepage tout à l'heure sur la question des crédits carbone, qui est notre deuxième activité. La question de la transparence, c'est pour moi aussi le premier élément fondamental avant de parler d'IA. Les crédits carbone doivent être transparents à tout niveau du cycle de vie sur la manière dont les financements sont alloués, la manière dont c'est vérifié. Et aujourd'hui, c'est une des difficultés. Et je pense que la solution, elle n'est pas forcément technologique, mais liée à ça. Et d'ailleurs, Corinne, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la confiance. Et sans doute faut-il qu'il y ait plus de transparence pour qu'il y ait de la confiance. Ça sera aussi un point important sur nos sujets IA. On passe à vous, Guy. Là, on arrive, si j'ose dire, chez un investisseur. Andera Partners, c'est près de 5 milliards d'actifs en gestion. C'est un investisseur spécialisé. Vous accompagnez les entreprises sur leur chemin de la croissance et de leur transformation durable. Vous repérez les dossiers, vous accompagnez des boîtes, vous rentrez aussi dans le moteur des entreprises. C'est ça qui est intéressant. Et Guy, je me permets quand même une toute petite chose avant de vous poser une première question. C'est qu'on a beaucoup parlé des femmes ce matin, à juste titre. Et simplement, voilà, pour souligner, ça s'est fait bien avant d'ailleurs que j'arrive moi dans cette histoire, donc ça n'est pas de mon crédit, mais avec Green Univers, vous remettez aussi un prix des femmes de la transition énergétique depuis des années. Et donc vous avez été tout à fait pionnier en la matière. Je ferme la parenthèse parce que c'était aussi un sujet important qui est cher à nos organisateurs de cette belle journée, de ces 2 belles journées d'échange. Guy, comment un investisseur comme vous, avisé, qui fait ça depuis longtemps, a vu arriver des premiers outils d'intelligence artificielle, les a intégrés dans ses raisonnements d'investisseurs, de capacité à regarder le potentiel de rentabilité des entreprises, de développement, de croissance, de transformation. Comment vous avez vu ça, vous, de votre côté ? Ouais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect interne, société de gestion, comment on sert de l'IA pour investir, et dans les participations, parce que nous on investit donc dans des PME qu'on cherche à transformer. Je vais peut-être commencer par celle-là. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a ce que disait Rebecca. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu et c'est tous les buzzwords, machine learning, data lake, c'est tous ces trucs-là. Il y a des phases, et puis c'est bien, et puis il faut le faire, C'est comme ça qu'on valorise une boîte. C'est vrai que la generative AI, dans la phase dans laquelle on est quand même très transformante. On est encore en train d'évaluer finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais la réalité c'est qu'il en faut parce que ça nous donne du TRI. Enfin, nous on est investisseurs, tout ce qu'on veut c'est faire du pognon. Enfin, je vous l'ai fait très simple. On parlait de transparence et de clarté, voilà, c'est difficile de faire plus clair. Et la réalité c'est qu'en fait si on a investi dans une boîte, il faut qu'on ait une capacité, enfin qu'on puisse aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir une capacité, soit ils ont un outil où ils ont une idée d'outil qu'on peut transformer, amener à un autre niveau, qui va réussir à transformer la boîte et qu'on va réussir à valoriser la boîte y compris évidemment, mais on ne peut pas faire abstraction aujourd'hui du generative AI. Et il faut trouver un moyen de dire ok, comment qu'on peut faire. Alors là, parfois, alors c'est souvent, on est effectivement j'investis beaucoup en énergie. Enfin, on couvre tout ce qui est transition énergétique. Donc ça va être beaucoup de sujets comme Valorem peut faire, mais ça va être aussi parfois des sujets commerciaux. On est chez Kyotherm par exemple, qui fait de la chaleur renouvelable, qui investit dans des projets de chaleur auprès des industriels. Ils investissent au niveau worldwide, donc surtout Europe et États-Unis. Aller trouver tous les industriels qui ont investi, enfin qui cherchent à investir, qui devraient investir dans des projets de chaleur, ne serait-ce que recenser tous ces gars-là, savoir quel âge de quand date leur dernier investissement, peut-être qu'ils sont aptes à venir pour aller les contacter pour le faire. Enfin tout ça, c'est de la recherche intelligente, et ensuite de croiser ça avec les politiques énergétiques, les équivalents de fonds chaleur du différents pays. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire où on dit voilà, avec ça nous donne un outil plus performant. Et je reste sur mon exemple de Kyotherm, qui est une boîte de 12 personnes. Ces 12 personnes, j'arrive à faire 100 millions de chiffre d'affaires et autres, évidemment, je vais être rentable et du coup beaucoup mieux valorisé. Donc
c'est clair que nous, le Generative AI, on y passe beaucoup de temps avec nos boîtes pour essayer de comprendre justement où est le levier le plus payant, en fait, le plus intéressant, avec quand même un problème de confidentialité, souvent. Enfin, donc c'est-à-dire comment on fait pour garder la propriété de cet outil tout en allant chercher des données publiques, en fait. Donc c'est toujours un peu le challenge. Bien sûr. Donc les outils d'IA, en fait, dans les dossiers que vous regardez dans les entreprises et la compagnie, ça supprime des coûts aussi? Oui, évidemment. Enfin, s'ouvrir les coûts. Encore là, on est plutôt dans les boîtes en croissance. Donc ça évite des coûts plus qu'en supprimer. Mais on cherche vraiment de l'efficacité et c'est extrêmement efficace. Aujourd'hui, même les choses, les outils over the counter, là, je m'excuse pour mes anglicismes, mais les outils classiques, ne serait-ce que on a tous maintenant du note taker quand on fait un appel sur Teams. On sort de là, on a nos petits tout résumés, on le met directement dans le CRM. Enfin, voilà, on a sauvé individuellement déjà 15-20 minutes. On multiplie ça sur l'ensemble de nos calls. Enfin, c'est des gains de temps énormes. Et ces gains de temps nous permettent de dire, en fait, je vais réallouer mes ressources sur de la valeur ajoutée, quoi, en fait. Donc ça change, on y reviendra après, mais ça change vraiment aussi les métiers, la façon de travailler, la coopération entre les différents salariés, la valeur ajoutée, là où est la valeur ajoutée, peut-être les profils aussi de formation. Oui. C'est quand même, si vous tirez le fil jusqu'au bout, c'est quand même sacrément transformatif, quoi. C'est extrêmement transformatif. Mais en même temps, on passe plus de temps à réfléchir. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le boulot est plus intéressant parce qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire plus vite, qu'est-ce qu'on peut encore changer. Donc c'est une recherche permanente de dire ok, on règle ça, et encore là on balbutie aujourd'hui, honnêtement, et je vais pas parler de interne Andera où on balbutie encore plus bizarrement, mais avec les boîtes c'est vraiment une recherche permanente. Une fois qu'on a fait une amélioration, on va chercher la suivante et la suivante. Donc c'est quand même très excitant. Bien sûr. C'est quand même hyper intéressant. Vous avez dit un mot, j'allais vous poser la question justement, chez Andera. Chez Andera, c'est à peu près 120 professionnels. C'est 120 professionnels. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Andera, c'est une société de gestion. On est donc du coup sous la réglementation AMF, c'est extrêmement normé. On ne peut pas investir l'argent des institutionnels n'importe comment, en fait. Donc du coup, on a et c'est le cas pour l'ensemble de l'industrie. Enfin, on a quand même les gros faiseurs sont quand même plus en avance, mais on est quand même relativement lent. Enfin, aujourd'hui, on a les outils de base, j'ai envie de dire, enfin de ce qui est communication et autres qu'on va trouver. Enfin, par contre, là aujourd'hui, on a dans le programme de fin 25, début 26, de commencer à travailler sur des choses qu'on aurait pu faire avant, en fait, dire vraiment tout le benchmark. Enfin, Andera, c'est une boîte qui a 22 ans, on a aujourd'hui plus de 300 participations, historiquement plus de 1000, donc de reprendre. Et l'avantage de la réglementation, c'est que on a tout documenté en détail, donc aujourd'hui on pourrait très bien justement analyser en fonction des cycles économiques, des taux d'intérêt, des politiques publiques, du timing de nos investissements, des critères qu'on avait au moment, de dire ok, pourquoi sur tel investissement on fait 40% de TRI et sur l'autre on fait 2, et d'arriver à sortir avec un genre de checklist qui nous dit en fait c'est ce qu'il faut faire dans telle situation avec tel environnement. Voilà, ça change aussi le métier d'investisseur tel que je vous entends là. Peut-être juste avant d'entendre Emmanuel Barra, une question pour vous, Rebecca. En écoutant Guy, je me demandais si on parle de Shadow IA. Le Shadow IA, c'est les salariés qui utilisent l'IA sans franchement le dire, sans que ce soit les outils d'IA de l'entreprise nécessairement. Ça existe chez vous, ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une tentation des salariés, parfois peut-être inquiets ou aient besoin d'efficacité, de rapidité, à utiliser l'IA un peu en cachette ou sans que ce soit, pour le coup, modélisé et encadré par l'entreprise? Oui, ça existe chez nous. Je pense comme ça existe. La réponse est dans la question, oui. Voilà, dans toutes les entreprises. C'est humain. Et c'est un danger,
danger pour nous dès lors que ça peut faire qu'il y ait des données confidentielles de Valorem qui fuitent à des endroits où on n'a pas du tout envie qu'elles soient. Et quelque part, donc on peut, comme toutes les entreprises, on va avoir des énormes gains de productivité qui étaient d'ailleurs décrits et qu'on va chercher. Et l'autre, ça c'est un premier driver à aller s'intéresser très vite à l'intelligence artificielle, à faire en sorte, et je suis d'accord avec ce que disait Guy, c'est-à-dire que c'est aussi une façon d'essayer de rendre d'allouer plus de temps à des tâches plus intéressantes. Donc parce que finalement l'IA va commencer par nous débarrasser, l'IA générative en particulier va commencer par nous débarrasser de tâches qui sont pas les tâches les plus intéressantes de ce qu'on fait de notre quotidien, avec la capacité à remplacer ça par à consacrer plus de temps à des tâches plus intelligentes. Alors parfois, la limite de ça, c'est que parfois il faut quand même savoir perdre du temps pour réussir à générer des choses intelligentes. Mais bon, on trouvera d'autres façons de le faire probablement. Donc ça, c'est un premier driver. Et le deuxième driver, c'est effectivement éviter les risques de shadow IA. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse aussi à cette question parce qu'on se dit, oulala, si on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, si on ne met pas à disposition des salariés des outils d'IA générative qui soient sécurisés, qui soient suffisamment, qui leur permettent d'utiliser l'IA générative et qui ne sont pas contrôlés par ailleurs par notre département IT, on a des risques de fuite de données qu'on cherche à éviter consciencieusement. Donc ça, j'imagine que c'est un enjeu le bâton et la carotte. Pour tous les représentants d'entreprise là qui sont là, les dirigeants d'entreprise qui sont là, je pense que c'est un enjeu qui doit être très très partagé. Guy, vous voulez ajouter un mot? Oui, et en même temps, enfin moi j'ai ces discussions avec mon département IT. Je comprends la confidentialité, mais la manière dont fonctionne l'IA générative, en fait, c'est ce que disait Corinne Lepage aussi. Il faut toujours penser aux méchants, en fait. Hein, donc on peut dire effectivement, il y a peut-être un méchant qui va dire bon bah alors chez Valorem, qu'est-ce qu'ils ont fait sur tel truc, et s'il y a un employé qui avait mis les datas, on arrivera à les sortir, et comment ils vont réussir vraiment à les exploiter. Enfin, tout ça au final, on dit est-ce que c'est vraiment grave? Mais ouais, non, c'est ça. C'est là où, mais justement le réflexe naturel, c'est de dire non, attends, je surtout pas partager, mais la réalité, c'est que c'est quand même noyé dans une masse mondiale où finalement, est-ce que ça sort vraiment? Ouais, sur les infras, sur une infra particulière ou sur un truc, ouais. Pardon, je ne sais pas si vous avez entendu, je dis juste que sur les infrastructures énergétiques, il y a quand même un petit sujet. C'est-à-dire que géopolitique, si on se retrouve à avoir beaucoup d'informations qui circulent sur les infrastructures énergétiques, accumulées entre des mains malveillantes, on peut imaginer que ça n'est pas exactement au bon endroit. Emmanuel Barra. Est-ce que je peux juste me permettre une toute petite intervention en réaction à ce que disait Madame Rostin, oui. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur les consommations. Il y a raisonné, c'est ça? Voilà, et sur le fait que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il y a aussi beaucoup d'acteurs de l'intelligence artificielle et beaucoup de data centers. C'est quand même parmi les plus grands acheteurs d'énergie renouvelable du monde. Alors ça reste vrai, hein, et notamment on peut tous avoir en tête ces fameuses courbes où on voit l'énergie qui augmente, et quand on rajoute des énergies renouvelables, en fait ça ne fait que rajouter à la consommation. Donc à la fin on n'a pas décarboné. On additionne. Voilà, on additionne, et probablement que l'intelligence artificielle contribue à ce mouvement. C'est quand même toujours mieux de le faire avec des énergies renouvelables que de le faire avec des énergies carbonées. Bon, Oui, c'est sûr. C'est juste qu'aujourd'hui, ça reste un consommateur d'énergie de plus en plus important, et que cette énergie renouvelable aurait pu être utilisée pour autre chose, d'autres usages, parce qu'on a besoin de décarboner l'ensemble de l'économie. Ouais, et je peux ajouter, je suis d'accord avec vous, hein, parce que nous on investit dans les data centers. Enfin, non, notre premier fonds, hein, on avait les data centers comme objet d'investissement potentiel. On en a regardé 25. On arrivait toujours à la conclusion parce qu'on voulait investir dans des data centers efficaces énergétiquement. En réalité, on n'en a pas trouvé, quoi. Et donc, on n'a pas investi dans Aujourd'hui, ça reste une minorité. Hein. C'est 5% des infrastructures sur l'IA qui sont réellement sobres en énergie, en eau, etc. Donc, ça reste, comme on dit, le pansement sur une hémorragie. Hein. Donc, voilà, n'oublions pas quand même ce cas. Voilà qui fait discussion, et je pense que ça le fera aussi avec la salle. Emmanuel Barra, c'est à vous. Merci d'avoir patienté et écouté nos trois premiers intervenants. Je le disais en vous présentant, vous êtes président de Neptunia.
Vous définissez comme un acteur responsable de l'avitaillement en produits pétroliers pour la navigation fluviale. On sait que c'est important dans le cadre de la décarbonation du transport. Il y a 3%, voilà. Et si on veut éviter qu'il y ait des camions citernes dans les villes, etc. Et puis le transport fluvial, on peut en dire un mot avant de rentrer dans notre cœur de sujet. C'est amené aussi à se développer. Le projet Seine-Nord, donc qui va relier en fait la France, la Belgique, les Pays-Bas, et qui va permettre aussi une multiplication du trafic avec des bateaux plus grands. Voilà, c'est aussi un élément de la décarbonation de la ville. Vous avez, je crois, presque une trentaine de bateaux, c'est ça ? 26 bateaux, voilà. Dites-nous un peu votre activité, comment vous la voyez aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci. Je vais rentrer un peu dans le vif de l'IA par rapport à ce que vous venez de dire. Allez-y, Emmanuel. Par rapport à l'ouverture du canal Seine-Nord, par rapport aux activités fluviales en général. L'activité fluviale est quelque chose qui a été mis de côté depuis très longtemps par l'ensemble des politiques en France, de manière assez forte, pour des raisons de lobbying, pour des raisons aussi de choix économiques, je dirais, en termes de... Parlez bien près du micro, Emmanuel. En phase de massification, notamment d'emplois, puisque le transport routier crée beaucoup d'emplois, le transport fluvial, lui, crée beaucoup moins d'emplois, mais par contre, effectivement, est beaucoup moins émetteur. Donc, voilà, il y a eu des choix qui ont été faits pas simplement non plus pour l'emploi, pour conduire les véhicules, c'est aussi l'emploi pour construire des réseaux routiers, etc., etc. De créer inévitablement aussi des grandes surfaces qui aujourd'hui sont des territoires morts. Les routes sont des territoires morts par rapport à la biodiversité, par rapport à un certain nombre de choses. Et le fleuve, qui était une solution, a donc été fortement écarté par rapport à ça. On y revient, non ? Donc, on y revient doucement. Et on y revient doucement parce que justement, il y aura le développement du transport fluvial va développer effectivement une baisse du carbone, va développer de la massification, va permettre de faire du multimodal avec du transport de proximité. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que les acteurs, et c'est tout le problème que l'on a d'être dans la réalité logistique du système économique dans lequel nous sommes. Donc on n'est pas prêt à désapprendre ce qui marchait hier pour pouvoir aller vers quelque chose qui est important aujourd'hui et demain. Et le fluvial, dont je suis un ferme défenseur, et assumé, a besoin aussi de faire sa place. C'est à lui d'aller vers, c'est à lui de s'imposer, c'est à lui de se montrer, de montrer les possibilités qu'il y a, le 5T dans la gestion de la problématique des territoires. Le fluvial doit aussi se manifester dans les territoires de manière très forte. Alors pourquoi l'IA finalement est arrivée chez nous ? Donc l'IA est devenue un outil quotidien de notre entreprise. Notre entreprise, c'est 55 collaborateurs sur un territoire très large qui part du nord de la Belgique jusqu'à Lyon, sur la partie, on va dire, nord-sud, et qui part du Havre jusqu'à Strasbourg, sur la partie est-ouest, avec un petit saut sur Bordeaux, un petit saut sur la Loire à Nantes. Voilà. Donc on est sur l'ensemble du réseau fluvial francophone, donc la France et la Wallonie. Donc ça veut dire 55 personnes sur un tel territoire avec 26 bateaux. On peut se poser la question de savoir mais comment ils font avec 55 personnes. Donc c'est-à-dire un CODIR très resserré, très fort, qui travaille en commun, ensemble, et qui a utilisé l'IA au départ pour tout ce que nous disions, échangions entre nous, puisse être mis sur des rapports lisibles, compréhensibles, classés avec derrière, c'est sûr, des projets, mais au-delà des projets, des objectifs à atteindre. Donc on a utilisé le ChatGPT pour ça, où toutes nos réunions étaient prises. Chaque fois qu'on avait des conversations avec des ordres du jour, on a laissé l'assistant, et je dis bien là, pas une intelligence artificielle, je parle d'un assistant informatique. Voilà. AI et pas IA, voilà,
un assistant informatique qui a fait le job et qu'on a corrigé petit à petit, qu'on a éduqué. Et plus on l'a fait, et plus il a appris. Et plus ces fameux systèmes de learning, et plus il a appris, et plus il a été dans l'esprit de l'entreprise. Ça a amené petit à petit par ce développement-là, donc je vais revenir, ça c'est une photo de l'IA, justement, ça a été fait, ce que vous voyez là, ça a été fait par l'IA. Donc ça a été une deuxième étape qui était très importante pour l'entreprise et pour piloter une entreprise dans l'adversité d'un changement très important d'énergie à distribuer demain. Donc aujourd'hui, j'entendais Caroline ce matin, le questionnement de on va changer les énergies, on va faire une énorme mutation en tant que, là c'est une société qui a 100 ans, moi j'ai une société qui en a... Caroline Shield avec Picotti, hein, c'est Ouais, ça ce matin. En vous écoutant, je pense à elle parce qu'elle disait aussi on doit essayer de se lancer dans des choses dont on ne connaît pas encore le rythme de rentabilité et de nouveauté. C'est aussi votre cas. C'est notre cas. Aujourd'hui, on a des bateaux avec des règles de transport de matières dangereuses qui ont une réglementation qui, pour l'instant, leur permet de naviguer jusqu'à une échéance de 2040. Alors, ce qu'on voit d'ailleurs sur votre slide, c'est que non seulement il y a des réglementations diverses et variées, mais il y a aussi des acteurs de nature différente, des ministères, des autorités européennes, des douanes, des fédérations fluviales, etc. Tout ça produit de la régulation en français, en anglais, sur la France, sur la Belgique, sur les Pays-Bas. Donc ça aussi, l'IA vous aide là-dessus. Notre problématique, elle est simple. On a 26 bateaux, il faut les changer demain parce que la réglementation n'est plus la même en Europe ou en fonction des pays membres. C'est 26 millions d'euros à sortir. Entre 26 et 45 millions d'euros. Pour distribuer un produit qu'on ne connaît pas. C'est de l'hydrogène? C'est du gazole de synthèse? C'est du déchet HVO, donc hydrovegetable oil, c'est ce qui avance. Ce sera encore du gazole, parce qu'on représente que 0,5% de la masse de gazole consommée dans le transport, avec 99,5% pour le transport routier. Donc on représente par contre 3% du transport sur la France. Le routier représente 73% du transport. Donc quand on fait tous ces calculs, etc., donc on se pose des questions. Donc l'IA va nous aider et on a besoin, parce qu'on est des cols bleus, qu'on est une petite équipe, on a besoin d'être très performants, très experts, tout en étant des hommes de culture générale. Des hommes et des femmes, je vais le dire, parce qu'aujourd'hui c'est important. Je parlais homo sapiens. Voilà. Nous sommes des hommes et des femmes qui devons aussi avoir beaucoup de culture générale, comprendre le monde dans lequel on vit, et pas le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui et le monde vers demain. Donc on a choisi l'IA pour essayer de construire, et on est en plein travail là-dessus, on est expert auprès de la DGITM, on est très en lien avec la DGEC, donc c'est tous ces gens que vous voyez, tous ces organismes que vous voyez sur la carte, sont nos interlocuteurs, la DRIOA au niveau réglementation. Donc notre problème, c'est d'utiliser l'IA pour aller chercher partout où il y a une réglementation, la cohérence et l'incohérence. Sur toute cohérence, on construit quelque chose de commun. Sur toute incohérence, on rédige et on demande une modification de la loi. Pour ça, on utilise un certain nombre de vecteurs. On va choisir les vecteurs. Quel est le vecteur le plus porteur? Celui qui aura le plus de résultats potentiellement pour gagner du temps. Moi, là, on a fait une station, par exemple, qui est une station totalement autonome, photovoltaïque, qui tire l'eau de la rivière, qui la transforme, etc. Cette station, on est parti d'un déchet, c'est-à-dire d'un bâtiment qu'on aurait pu mettre à la casse. On a décidé il était aux normes de Koch, on a décidé de faire un énorme travail sur ce bâtiment. On en a parlé à la DRIOA, donc est-ce que vous accepterez? Ils vous répondent, vous faites, on vous dira après. Donc vous investissez les 500 000 euros pour la mettre aux normes et on vous dira après si on est d'accord. Ça a été pour nous, et l'autorisation, et je ne sais pas si Lionel était au courant, mais l'autorisation est tombée il y a 3 jours. Après 3 ans de travail, nous pouvons exploiter cette station sur le territoire français et le territoire belge. Parce que c'est pour ça qu'on l'a faite. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures qui nous demandent de déplacer maintenant nos stations, avec l'ouverture du canal Seine-Nord demain, où est-ce qu'on se met? Quels produits on va distribuer? Donc on a une complexité à gérer,
par rapport justement à ce nouveau paradigme de la décarbonation. Et là, l'IA va énormément nous aider. C'est-à-dire qu'on est devenus des experts grâce à cet outil qui nous répond en 2 minutes ce que on a fait l'étude de Dynamics pour une grande maison, on va dire un grand électricien français, sur le transport fluvial et l'hydrogène. On en parlait ce matin. Résultat des courses, on a fait une étude sur la problématique de la réglementation. On l'a fait avec des ingénieurs, on a passé un temps de dingue pour sortir ce truc. On l'a sorti, ça a duré 8 mois. On a retesté, maintenant qu'on est dans l'IA, le même rapport. Ça a mis 2 jours. Voilà, donc Voilà, donc c'est très simple. Donc, mais on a fait le test, parce que voilà, maintenant c'est un document privé, confidentiel, donc on ne se permettra pas de le divulguer, mais l'étude existe. C'est intéressant parce qu'on mesure bien la difficulté de faire du business dans un univers en fait dont les règles du jeu sont en construction permanente. Hein, c'est ça aussi que vous nous racontez, et que l'IA peut aussi peut-être vous apporter aussi de la sécurité et de vous permettre de jouer un rôle pour changer les règles du jeu, pour les adapter de façon la plus vertueuse possible. Je reviens, il nous reste quelques minutes, peut-être avec vous, Rebecca, sur la question de la formation. Au fond, si on veut, voilà, si on a vu avec vous quatre le potentiel, déjà ce qui se passe déjà aujourd'hui, parfois depuis plusieurs années, d'utilisation d'outils de l'IA qui concourent à la performance de l'entreprise, c'est une évidence. On change d'époque quand même, on change d'échelle, on change de puissance. Jusqu'où, avant, sans doute qu'une partie des ingénieurs était spécialisée sur l'IA, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du potentiel de l'IA, il faut aller beaucoup plus loin et il faut que chacun des salariés ait même un minimum de background, j'allais dire comme une langue étrangère. Est-ce qu'il faut un kit de connaissances minimales dans l'entreprise, quel que soit le rôle que nous jouons dans l'entreprise, ça fait partie d'un truc qu'il faut, voilà, il y a un élément de connaissance qu'il faut acquérir parce qu'elle concourt à l'intelligence et à la performance de l'entreprise. Alors c'est une question intéressante. On ne s'est pas décidé à déployer quelque chose de ce type dans l'entreprise, mais je vais y réfléchir. Ça me fait une suggestion. Dites pas que je vous donne une idée quand même. Ouais, on le fait nous. Je veux bien votre kit. C'est non, mais fait, attendez, je vais fait pas chez lâcher. nous. Chez nous, c'est fait. Ok. On a Mais monté de formation l'année prochaine pour que tout le monde ait accès à cet outil. Ok. Et Rebecca, j'imagine quand même que la question se pose d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut la démocratiser d'une certaine manière dans l'entreprise. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris un certain nombre d'initiatives pour essayer de faire réfléchir les salariés à la façon à ce que c'est que l'IA. Et à la façon Ça, c'est très intéressant. Il y a ils une démarche utilisent, donc qui n'est pas que top-down. Voilà, et puis quelque part, en fait, notamment, on a fait une chose qui s'appelle un diagnostic IA. Alors, je peux en parler, parce que c'est plutôt pour les PME, je crois, et les ETI, c'est subventionné par la BPI France. Donc, c'est utile. Je pense que beaucoup d'entreprises peuvent éventuellement y avoir recours. Je pense qu'on trouve des informations sur le site de la BPI France. Et ça permet notamment d'essayer d'identifier quels sont les cas d'usage les plus prometteurs sur l'IA au sein d'une entreprise. Oui, d'essayer de prioriser des cas d'usage. On s'est engagé dans une démarche de ce type-là, et on a réuni un certain nombre de services autour de la table pour que eux essaient d'exprimer des cas d'usage. Et alors il y a vraiment à boire et à manger dans ce qui sort dans un exercice comme ça, des choses très profondes, des choses vraiment très anodines. Mais ça sert un peu à faire le tri, et ça permet aussi aux gens d'engager une réflexion sur eux, comment est-ce qu'ils ont envie d'utiliser l'IA, et est-ce que vraiment ça sert à quelque chose. Là-dedans, il y a aussi tout un tas de cas d'usage qui sortent et qui en fait ne justifie pas du tout de déployer un outil d'IA spécialisé, parce qu'un outil d'IA spécialisé, on voit le bon côté, on va gagner plein de temps, mais c'est aussi beaucoup de temps de spécification, de développement, de maintenance dans le temps. Peut-être que ça dépend des outils, peut-être que vous avez trouvé un très bon cas d'usage. Prenez un micro, Emmanuel, si vous voulez dire quelque chose. C'est important, parce que pas tant que ça. Vous avez l'air de donner un poids, mais pas tant que ça. Il faut utiliser, c'est une culture. L'IA, c'est une culture. Il faut utiliser les bons mots. Moi, j'ai eu une question à l'IA il y a 4 jours sur un sujet qui était compliqué, politique. L'IA m'a répondu de manière affirmative de quelque chose. Je lui ai dit, avez-vous bien compris que je vous demandais les informations publiques et non pas les informations qui pourraient venir sans justification. L'IA s'est excusée, m'a dit, effectivement, j'ai décidé parce que j'ai compris de la personne et j'ai extrapolé. Donc, effectivement, mon information n'est pas fiable.
Donc, on est arrivé par culture, c'est une culture, faire confiance à des cols bleus, faire confiance à des gens, quelle que soit la personne, parce qu'elle a une culture générale. Donc, ce qu'il faut défendre dans les entreprises, pour les jeunes, dans l'éducation, c'est de la culture générale. Comprendre comment le monde fonctionne. À ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Oui, ce dont je vous parle, c'est plutôt le cas où vous êtes amené à développer un outil d'intelligence artificielle propre pour un besoin propre, spécifique, un cas d'usage spécifique à votre entreprise. Pas si vous utilisez un outil sur étagère. Et à ce moment-là, ça nécessite effectivement de déployer un outil informatique. Et déployer un outil informatique, c'est jamais complètement gratuit. Et donc, et notamment, donc le but de cette démarche, c'est d'engager et d'ailleurs, ça a fait quelques déçus parce qu'on n'a pas réussi à ce que tout le monde soit autour de la table, alors qu'il y ait beaucoup de bonne volonté dans l'entreprise pour essayer de s'engager dans une démarche de ce type-là. Guy, mais en sachant, on parlait du recrutement. Nous, ce qu'on a intégré là, alors on recrute pas beaucoup parce on a des équipes qui sont assez stables, donc c'est plutôt du stagiaire, mais qu'on embauche souvent à l'issue et autres. Mais dans le process de recrutement, il y a jusqu'à présent, il y a toujours une partie modeling, hein, parce que le modeling financier est fondamental pour le job. Donc il arrive au modeling, et au modeling, on a rajouté maintenant à tous les niveaux une partie d'une demi-heure en fait où on pose une question, il faut qu'ils nous trouvent une solution via l'IA en fait pour tester leur capacité à aller chercher à faire du prompt, une bonne réponse, à faire des prompts. Parce que c'est ça le skill aujourd'hui, c'est poser les bonnes questions. C'est de savoir faire du prompt, c'est quand même aussi une langue étrangère et une culture, comme disait Emmanuel. Donc on est encore au début, hein, donc derrière, ils sont pour le moment déjà meilleurs que moi, donc moi je les trouve super. Hein, mais bon, à la fin, on arrivera peut-être à pouvoir les discerner. Quoi. Eh bien, on va terminer sur ce sourire et sur ces qualités de la jeunesse. Merci à vous quatre, merci de votre attention. Et nous sommes dans les délais, je crois.